là, je regarde ma blonde, puis là, je dis, écoute, mettons, je me pars une compagnie, là, puis qu'est-ce que t'en penses? Tu continues ça, puis tu peux pas livrer parce qu'il te manque une vis. Sur le feu, machin truc, de fluoride. Si tu le respires, il va prendre la place dans tes poumons, tu meurs. Puis là, le gars de la BDC dit, écoute, Christian, je peux plus. Oui, je suis en charge des ventes et marketing. On est les seuls au monde à faire ce design-là. Pour le fun, combien ça vaut une fuse comme ça? Il a acheté un peu une dompe, là, on l'a dit tantôt. Vous avez peut-être 100 millions, là, mais... C'est l'objectif, on y arrive. Il y a tellement de demandes que celui qui livre le plus vite, il gagne. Est-ce que les Québécois, en général, dans l'énergie, on est quand même reconnus? 25 000, là, c'est 25 ordinateurs, là, mettons. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans l'eau, dans l'eau froide, tu médites. Ça va coûter à peu près 1 million, 1,5 million, mettons. Ça ressemble à une niche de chien, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de pièces électriques dans un disjoncteur électrique. Tout le monde te le dit. Une question niaiseuse, mais je vais te la poser en dedans. Aujourd'hui, ton bâtiment, selon si je le fie au pied carré, ce que les ventes par pied carré, ton building vaudrait environ... manufacturière québécoise spécialisée, là ça va être long, Breaker Industrie. Non, car, comment? Aujourd'hui, on rencontre CO7 Technologies, une entreprise québécoise manufacturière de systèmes de breaker haute tension pour le domaine de l'électricité. On va rencontrer Christian Cossette, le PDG de la compagnie. Hey, salut Christian! Salut Jérémy! Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ah oui, viens-t'en. Fait que, on est ici chez CO7. Absolument. C'est une compagnie que tu as achetée il y a à peu près 5 ans, tu disais? Oui, à peu près 5 ans. En fait, en mars 2020, je te dirais, moi j'étais chez Schneider Electric. OK. Puis c'est un peu un carve-out dans le fond. Ce que j'ai acheté, c'est 3 lignes de produits. C'est la propriété intellectuelle, les actifs, tout ça. Puis jusqu'en juillet 2020, on a déménagé ça ici à Montréal. On a une ligne de production qui vient d'Allemagne. OK, attends, non, mais c'est super bon, en fait. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas Schneider, tu peux peut-être nous mettre en contexte vite, là. Ben moi, c'est ça, je travaillais chez Schneider Electric. Schneider Electric, c'est une compagnie, une très grande compagnie mondiale, siège social en France. Puis, c'est ça, moi, je travaillais pour eux comme gestionnaire de la division énergie pour le Canada. Donc, j'avais les gammes de produits qu'on a ici. Ben, c'était moi qui étais en charge du PNL. C'est moi qui étais en charge de la business là, pour le Canada. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je dis, écoute, il faudrait qu'on investisse. Puis là, ils ont dit, nous autres, c'est pas notre core business. Fait qu'au début, ils ont dit, montre-nous un business case, puis trouve-nous quelqu'un pour acheter ça. Puis l'histoire pour vrai, c'est rare que je fais ça, mais j'avais mon ordi dans le lit avec ma blonde, puis là, je regarde ma blonde, puis là, je dis, écoute, mettons, je me pars une compagnie, là, puis qu'est-ce que t'en penses, t'sais? Ben, elle dit, écoute, t'as toujours voulu, fais-le. J'ai pesé sur le piton avant qu'elle change d'idée. Fait que là, j'ai envoyé un courriel au gars d'M&A, puis écoute, il m'a répondu tout de suite, il devait être 10 h le soir. Puis il dit, Christian, what a great idea. Puis, fait que ça a commencé comme ça. Puis là, écoute, là, c'est là que ça a commencé. Là, j'avais les deux mains dans la machine, dans l'engrenage. Fait que... Mais t'étais pas encore, tu sais, il n'y avait rien signé, puis... Non, il n'y avait rien de signé, mais là, là, on a commencé à discuter, écoute, ça nous prend une offre, ça te prend une compagnie. C'est là que je me suis installé, j'étais à incorpdirect.com là, pour faire une compagnie, puis là, je dis, il faut que je donne un nom. Ça, c'était combien de temps après ton... C'était peut-être quelques semaines après. Là. OK. Ça, c'est parti octobre 2019, on a finalisé ça en mars 2020. OK. Pendant la COVID, au début? Écoute, je me suis revenu de Toronto, l'avion était à moitié vide, ça sentait le purel, tout le monde avait des masques. OK. J'avais mon contrat en dessous du bras, je me suis dit... Dans l'avion, en revenant, est-ce que tu te disais, comme, y a-tu des clauses de sortie? Je peux-tu me retirer? Ah oui, je passais déjà tous les scénarios. Là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a continué? Ben, écoute, le feeling. Je me suis dit, écoute, il faut... j'embarque jusqu'à temps que ça foire. Là, ça paraît simpliste, là, parce que ça coûte cher, mais le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça aurait eu un impact un peu minime. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, on a 105, 110 employés. Le feeling n'est pas pareil. Ouais. Mais on commençait, je n'avais pas engagé personne encore. J'avais juste mon partenaire, puis that's it. Ben, CO7, c'est une compagnie canadienne, premièrement. Ça, c'est mon elevator pitch ici au Canada. Ça marche moins aux États-Unis. On est un manufacturier de
disjoncteurs de systèmes de protection moyenne tension pour la distribution, donc électrique. On est très bien implanté chez les utilités. Donc, on est un fabricant qui est capable de faire du custom, donc on est capable de faire des solutions sur mesure pour nos clients, puis de répondre aux plus hautes normes de qualité. Si on parle d'Hydro-Québec, c'est production, transmission, distribution. Dans certaines, comme en Ontario, il y a des compagnies qui font seulement production. Là, c'est une autre compagnie qui fait transmission. Puis d'autres fois, c'est les municipalités qui vont s'occuper de la distribution. Comme on était installé là, on a atteint la limite. T'sais, on fait à peu près 8 disjoncteurs par semaine, tout disjoncteur confondu. Puis physiquement, ça rentre plus, tu sais. Fait qu'on est obligé de ralentir. Fait qu'il y a une grosse portion qui est due au flot et à l'espace. C'est sûr que c'est pas des équipements qui se déplacent avec deux gars, on pogne notre barre et on... Non, c'est ça. Puis ça prend de la place, c'est comme un petit cabanon dans le fond. Là. Fait que, je sais pas, moi, quand tu as 8 petits cabanons par semaine, avant de les shipper, il faut bien que tu les mettes à quelque part. Fait que c'est du just-in-time. C'est pas mal du just-in-time. Okay. La beauté du marché dans lequel on travaille, c'est que on a des commandes longtemps d'avance. On a des commandes jusqu'en 2027, présentement. Fait qu'on est capable de planifier quand le matériel arrive, quand le matériel sort. Ça se fait assez bien, je te dirais. Puis ça prend à peu près, le lead time là, pour nous autres, pour livrer, c'est à peu près 26 semaines. Fait que même si quelqu'un place un PO, c'est pas comme un stylo, là, il peut pas dire hey, tu notes pour demain, non, on peut pas. C'est pas ce genre de produit-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide compétitivement par rapport à justement votre compétition dans le marché d'être plus rapide? Définitivement. C'est un enjeu? Oui, c'est un enjeu. C'est sûr qu'il y a le prix, mais le délai de livraison, c'est un enjeu important. Il y a tellement de demandes que celui qui livre le plus vite, il gagne. On est rendu là. Mais c'est fun parce que c'est une belle usine propre. Là. On voit que vous avez de la fierté là-dedans. Bonjour. Ben, tu vois, il y a plein de monde qui me disent ça, puis en même temps, moi, je la trouve correcte, là, mais j'aimerais ça. Tu sais, comme ces affaires-là, ça devrait pas être là. Ça, c'est le manque d'espace. Oui, c'est sûr. Tu sais, fait que, tu sais, quand on parle du flow, là, on va mettre des tablettes supplémentaires, on va mettre du rangement supplémentaire. C'est toutes des grosses affaires, hein, c'est des grosses boîtes. Là. Bien là, on va visiter notre tout nouveau local de production pour les coupes-circuits. Et le but de ça, c'est évidemment de répondre à la demande, de doubler la production. Il y a énormément de demandes pour les coupes-circuits mondialement. Le réseau électrique est appelé à doubler ou tripler dans certains pays. Donc, ça prend énormément d'équipements pour supporter cette expansion-là. Et dans le cas des coupes-circuits, c'est une composante. Donc, ce qui est critique, c'est prix-livraison. Ça ressemble à ça quand on est en déménagement. Donc là, on a déménagé, puis on a aussi utilisé cet espace-là depuis quelques mois pour faire de l'entreposage. Parce que, comme vous avez vu, l'autre côté, on est quand même assez serré, donc on manque d'espace. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est beaucoup de l'entreposage. La ligne de coupe-circuit, elle a été démontée, transférée. Ça va prendre encore quelques semaines pour avoir une ligne de production qui est full. Ce qui est vraiment le fun pour vous autres, c'est que déménager, c'est tu prends le chairlift, tu prends une palette de l'autre côté, tu l'amènes ici, puis tu la dompes. T'estimes à combien un déménagement d'une usine? Là, on va pouvoir voir tantôt l'ampleur de l'usine ici. Mais Sherbrooke, c'est sûr qu'on ne le verra pas, là, mais mettons une usine comme ça, as-tu déjà envisagé combien ça pourrait coûter déménager? Oui, ça coûte cher. ça c'est sûr. Fait que, tu sais, on parle entre 500 et 800 000 peut-être, là. Juste déménager. Jusqu'à 1 million. Mais tu sais, t'as le déménagement, t'as des nouveaux équipements achetés. Ça prend des compresseurs à air, ça prend des ponts roulants, ça prend de l'équipement qui coûte assez cher. Puis, il y a de l'amélioration locative à faire. C'est comme là, on regarde un building là, qui est 999, là, donc il est complètement vide à l'intérieur. On parle peut-être à 500, 800 000. Puis dans ce cas-là, là, vous regardez un building en ce moment? Ce building-là? Bien, on regarde parce que ça vient vite, 2027. Très vite, oui, effectivement. Puis peut-être pas approprié pour nos besoins, celle qu'on a. La location géographique est aussi importante. Donc ici, on est près de l'aéroport. Quand on a des gens qui viennent, comme je disais, de l'international. Fait qu'on a des gens qui viennent justement du Royaume-Uni, de l'Australie, peu importe. Bien, c'est pratique parce qu'on peut avoir un hôtel qui est près de l'aéroport. Puis au niveau des voyagements, ça se fait quand même assez bien. Puis comme on sait, bien, on a une usine à Sherbrooke.
On a une usine à Montréal. Idéalement, il faudrait que tout le monde soit ensemble. Location, location, location. C'est pas possible parce qu'on veut garder quand même notre noyau d'employés. Donc, En fait, 2027, c'est presque demain matin pour une compagnie comme vous. Ouais. On s'entend, là? si on suit notre courbe de croissance, comme je dis, d'ici de 3-5 ans, on devrait devoir trouver de nouveaux locaux. Mais Peut-être plus vite, même si l'enjeu, c'est la fin de votre bail. Vos loyers qui vont doubler probablement ou tripler peut-être, je sais pas. On n'a pas parlé de détails avec Christian. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des changements au niveau de vos conditions, nécessairement. Oui. Ah, c'est possible. Ça va être un casse-tête à gérer. On l'espère, ce serait un beau problème. OK, puis pourquoi pas acheter? Avez-vous déjà pensé? C'est une option. C'est une option qu'on regarde. Il n'y en a pas de temps non plus. Si on regarde autour de 30 000 pieds carrés, ça ne court pas les rues. Non, c'est sûr. J'en ai visité, mais c'est ça. En plus d'acheter, il y a beaucoup d'améliorations. C'est généralement des buildings un peu plus vieux. Oui. Donc on peut aller voir, on peut continuer notre marche dans les breakers. Montrer ça. C'est ici que la magie opère. Écoute, aujourd'hui, vous arrivez au moment où on vient juste de déménager une ligne de production. L'inconvénient de ce building-là, c'est qu'il n'y a aucun espace pour agrandir. Donc, on a été chanceux. On a eu un building de l'autre côté. On loue 16 000 pieds carrés l'autre bord, qui est juste notre voisin. Puis là, hier, on a déménagé une des lignes de production là-bas. Fait que ici, ça va devenir une usine qui va être strictement dédiée aux disjoncteurs extérieurs. Ça me fait penser à... Tantôt, tu as dit que tu avais acheté les brevets. Le disjoncteur, le Vox, là, que je vais te montrer tantôt, ça fait partie du design là, de propriété intellectuelle qu'on a acheté. OK. Fait que ça, on fait le disjoncteur complet. OK. C'est le même que celui-là. C'est celui qui est là. Fait que lui, c'est le Vox. Puis à AirSec, on l'appelle le Vox 7. On met 7 au nom à toutes les fois qu'on innove. OK. Lui, sa caractéristique, c'est justement, il y a un réservoir, tout ça, avec de l'air. Et tout est soudé. Il n'y a aucun gasket dans ce produit-là. OK. La concurrence, ils en font à plus haute tension, puis c'est tout boulonné, gasket, tout ça. Puis à un moment donné, ça fuit. D'ailleurs, c'est pour ça que le SF6 est banni. OK. C'est un des gaz qui est le plus perdu, si tu veux, dans l'air, dans le monde. C'est quoi, y a-t-il un autre nom? J'ai jamais entendu parler de ce gaz-là. Ah, écoute, il y a ça de long. OK. C'est sulfure, machin truc, de fluoride. La propriété du SF6, c'est que c'est un gaz qui est lourd. Si tu le respires, il va prendre la place dans tes poumons, tu meurs. Fait que lui, il produit beaucoup de gaz à effet de serre quand tu l'émets dans l'air. Okay. Sauf que c'est le meilleur produit pour faire un isolant diélectrique. Okay. C'est comme ça avec Fastenal, là, je ne vais pas faire de la publicité gratuite, mais quand tu as terminé, là, tu mets la bine là, puis ça, tu reçois un signal. Ah oui, directement dans Fait que là, ils disent, OK, il y a une bine de vide. OK. Fait qu'il y a quelqu'un qui vient, puis il s'assure qu'on a toujours ce qu'il faut. Il y a une personne qui vient ici et qui est remplie pour Qui nous est autres? rempli pour nous autres. OK. Ça, c'est super. Tu sais, au début, là, quand tu dis on apprend, là, tu construis ça, puis il te manque une vis. Ouais. Puis tu peux pas livrer parce qu'il te manque une vis. On l'a appris assez vite. Elle coûte cher, cette vis-là. Elle coûte cher. Là, t'envoies quelqu'un chez Renault Dépôt, ça n'existe pas. Ouais. Elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille, elle n'est pas approuvée, tout ça. Fait que tu vois, ça ici, c'est ce qu'on appelle des doghouses. Ça ressemble à une niche de chien. Il n'y a aucune raison scientifique là-dessus. OK. Fait que ça, c'est un disjoncteur 27 000 volts, 27 kV. Ce modèle-là, c'est pour Hydro-Québec. Fait que lui, c'en est un qu'on achète, un disjoncteur de soit Schneider ou LS électrique, par exemple, qu'on intègre dans le design. Il n'y a pas beaucoup de pièces électriques dans un disjoncteur électrique. Fait que tout ce que tu vois là, c'est un ressort qui fait ouvrir et fermer un contact. Avec un moteur électrique. Avec un moteur électrique, lui, qui charge le ressort. C'est quoi une homologation Hydro-Québec? Dans le fond, ils viennent ici, eux autres, ils regardent tout le design technique, les essais, les procédures de montage, le processus qualité. Fait qu'ils approuvent deux choses. Ils approuvent l'usine, la manière qu'on le fait, puis ils approuvent le produit. Le produit, là, ça, c'est des essais techniques. Il faut l'envoyer dans un laboratoire, faire des essais particuliers. Est-ce que les Québécois, en général, dans l'énergie, on est quand même reconnus? Non, absolument. Même, tu vois, il y a une compagnie américaine, National Grid, nous ont appelés, ils ont dit on aimerait ça rencontrer Hydro-Québec, pourriez-vous nous mettre en contact? Puis on les a mis en contact avec Hydro-Québec. OK. Ils sont venus les rencontrer, ils sont venus nous voir ici. On a une certaine renommée là, pour le niveau de qualité. Fait que ce qu'on voit au-dessus les boîtes grises, c'est des transformateurs. Puis ce qu'on voit au-dessus, c'est ce qu'on appelle des coupes-circuits. Fait que dans le fond, ça, c'est un fusible. L'idée, c'est de protéger le transformateur, en fait. Par exemple, c'est une branche qui tombe sur les câbles à 27 000 volts. La fuse, elle va lever, elle, puis elle va protéger le transformateur.
puis par le fait même, la bâtisse ou la maison, dans le fond. Comme par exemple, moi, il y a un arbre qui a enlevé mon fil, là, qui est tombé sur mon fil entre le poteau et ma maison. Là. Bien, pour le réparer, eux autres, ils ont ouvert le fusible, ils ont refait le câblage, puis après ça, ils ont remis. Le fusible, c'est le petit bâton, là. Le fusible, c'est le petit bâton, OK. en effet. C'est un design unique. On est les seuls au monde à faire ce design-là. Pour le fun, combien ça vaut une fuse comme ça? Ça vaut à peu près 300$. OK. Ah, c'est pas si pire que ça. Ça aussi, c'était de l'électricité, c'est à cause de nous autres. Ouais. S'il y a une panne, c'est de la nature. Ou Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'on regarde, Christian? Fait que dans le fond, ça, c'est le panneau de commande. C'est ça qui est vraiment fait sur mesure pour la plupart des clients. Tu sais, on parle de l'AI, tout ça, là, on parle un peu d'automatisation. Y a-t-il une opportunité pour vous là-dedans ou non? Pas vraiment. Pas là-dedans. En fait, la plupart des clients veulent que ça, ce soit le plus dummy possible. Ce que tu veux pas avec ces disjoncteurs-là, c'est que quelqu'un l'accepte par l'extérieur. Ça fait un blackout, mettons, à New York. Fait que ça, ils veulent pas. Fait que c'est pour ça que c'est assez dummy. Un circuit fermé, On a une autre gamme de produits qu'on a acheté l'année passée. On a acheté la technologie. Ça, c'est des sensors qu'on met sur la ligne électrique. Ça, ces sensors-là, l'AI va embarquer. OK. Fait que là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure tout ce qui se passe sur le réseau électrique, puis on envoie ça sur un serveur. Mais là, on va être capable, là, on travaille là-dessus, là, de mettre un peu d'intelligence artificielle, pour essayer de prédire les fautes, essayer de prédire ce qui va arriver. Bien, je pense que l'AI, c'est quand même une facette qui est extrêmement importante pour le réseau électrique du futur parce que le réseau se diversifie, se complexifie, puis en même temps subit une expansion exponentielle, mais on n'a pas deux fois les gens pour supporter le réseau. On n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas les technologies, l'argent. Il faut être capable de pouvoir monitorer le réseau électrique en temps réel, pour pouvoir prendre des actions en temps réel pour limiter justement les pannes puis les problèmes qu'on peut avoir. Puis aussi pouvoir faire de la maintenance prédictive, par exemple. Je sais pas si tu connais ça, PMMA? Non, absolument pas. Compagnie de courtage, multi-résidentiel, industriel, commercial. On fait du financement aussi, on fait de l'assurance. Mais PML, c'est bâti sur du data. T'as pas de data, t'as pas d'AI. T'as absolument rien. Fait que la compagnie n'était pas située ici. Non, écoute, c'était mon garage. OK. C'était ma chambre, OK, c'était OK. mon bureau à la maison. Je pensais que c'était ici. Non, pas du tout. Écoute, aussitôt que j'ai signé, moi, puis je suis arrivé un peu avant quand même, OK. je me suis mis à magasiner des buildings. J'espère que le propriétaire n'écoutera pas ça, mais c'était comme une dompe, là, ici. C'était vraiment... Ça a été bâti en 76. Donc, on a vu dans le cas de Christian, il a acheté un building, il a acheté un peu une dompe, là, on l'a dit tantôt, puis il a fallu qu'il mette beaucoup d'argent dans les améliorations locatives. Amélioration locative, c'est par exemple, tu as besoin de diviser ton building en deux, tu bâtis un mur, tu mets de la lumière, tu changes... Tout ce qui est amélioration au niveau du bâtiment, on va parler d'amélioration locative. Il n'y avait pas de table de pôle ici quand il a déménagé, ça c'est clair. La salle ici, tout ça, ça fait partie des améliorations locatives que Christian a dû mettre dans son building pour être capable d'établir son entreprise. Okay. Il y avait 0 fenêtre ici, c'était un bloc brun, là. Il y avait une fenêtre là, puis une fenêtre là, that's it. Puis ça devait faire peut-être 6 à 8 mois que l'ancien locataire n'était plus là après 25 ans. Les autres, ils ont quitté, ils sont bâtis ailleurs. Fait que c'était vraiment... C'était vacant depuis longtemps ou depuis... C'était vacant 6-8 mois à peu près. OK. Mais c'était le seul que j'ai trouvé autour de 25-30 000 pieds carrés. Il n'y avait pas grand-chose là, au début de pandémie. Là. 21 000 à peu près. Bon, ouais, c'est ça. entre 20 et 30, je veux dire. Est-ce que vous avez fait analyser les baux? Juste pour voir quel type dans quoi on s'engage, mettons au niveau de la compagnie, on va-tu se faire... Y a-tu des chances qu'on se fasse kicker dehors? Y a-tu des enjeux à ce niveau-là? Est-ce que vous avez regardé ça ou vous avez comme pas porté vraiment attention? On a regardé ça, mais... C'est ça. OK. On a regardé ça. Quand tu as négocié ton bail, est-ce que tu t'es fait accompagner ou tu l'as fait tout seul? Ou, Non, faites ça tout seul. OK. Est-ce que tu regrettes? Si c'était à refaire, je me ferais conseiller. Ouais, un peu plus. Tu as trouvé le building qui était ici, mais y a-tu une raison, la Chine plus que Saint-Laurent, plus... Mais la Chine, c'est un endroit qui est beaucoup plus simple. Les critères que je regardais, c'est la facilité d'embauche, donc la proximité, les transports en commun. Est-ce que les gens peuvent venir en autobus, tout ça? Est-ce que c'est accessible, les autoroutes? Puis ce qu'on livre, c'est mieux si t'es proche d'une autoroute que si t'es au milieu de nulle part. Mais honnêtement, j'ai regardé de Vaudreuil à Trois-Rivières. J'ai fait un peu l'ensemble. C'était ici. Bois-Arnois, c'était moins développé aussi à ce moment-là. C'était un petit peu moins développé, puis... c'est pas évident de trouver. Tu sais, les gens, il faut que quand ils se déplacent à Bois-Arnois, s'ils habitent pas Bois-Arnois, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est pas une ville. C'est quoi qui fait que
Que CO7 n'est pas à 100 millions, par exemple. Vous êtes peut-être à 100 millions, là, mais... Non, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon, on y arrive. OK. Mais c'est les 3 aspects. Là. Ça va être l'espace, l'approvisionnement et le personnel. Pour toi, l'immobilier, c'est-tu un avantage? C'est-tu une dépense? C'est-tu un mal nécessaire? Alex me parlait... Ce qu'il me dit, c'est un petit peu un avantage. L'enjeu, c'est non seulement d'avoir l'espace de fabrication pour répondre à l'expansion, pour pouvoir répondre à la demande, mettons, que j'ai maintenant, mais aussi qu'est-ce que je vais, la demande que je vais avoir dans 3, 5 ans, 10 ans, il faut l'anticiper comme entrepreneur et comme compagnie. Puis, ça devient vraiment... c'est un dossier auquel on pense quand même assez souvent, je dirais. Puis de votre côté, est-ce que c'est un mal nécessaire, c'est une dépense? Non, moi je pense que le building se doit d'être présentable à notre image. Ça c'est important. C'est un avantage à building. Il est important. Il faut que ce soit fonctionnel. Il faut que, on fait de la production, donc il faut que ce soit assez grand, tout ça. Donc la fonctionnalité est importante. Puis le fait de justement d'emmener des clients, puis d'emmener des gens, puis de présenter ça, de dire aux gens, c'est pas Cossette dans son garage, là, c'est une vraie compagnie. Puis, parce qu'il y en a des buildings là, dans le coin ici que tu rentres là, c'est un peu gênant. Ici, c'est pas gênant. Les gens sont impressionnés, même ils ne s'attendent pas à ça. Puis ça, je trouve que c'est important. Le défi quand tu es une PME, c'est que tu n'as pas les moyens d'investir dans le look. On parlait de mettre le logo là, juste à l'intérieur puis à l'extérieur. Puis, c'est 25-30 000 $ juste mettre un logo en 3D. Là. Fait que, moi, je marche par ordinateur, là, 25 000, c'est 25 ordinateurs, mettons. C'est comme... pour moi, ça fait un peu... Fait que, on n'est pas rendu là encore, mais si, mettons, on achetait un building, ça serait un peu différent, parce que là, on investirait. Fait que, c'est un peu là le trade-off qu'on réfléchit depuis le jour 1, là, même pas expandre. On regarde ce qui est à c'est un gros move, c'est un gros commitment aussi. Là. On parlait tantôt de déménager, de coûterait entre 500 et 1 million $, tout inclus, les améliorations locatives. On n'appelle pas le clan Panton, puis on déménage pendant la fin de semaine. C'est clair. Est-ce que ton bail est publié? Je crois que oui. C'est une bonne question, ça. Ça serait important que tu vérifies celle-là. Oui, parce que... Oui. Ça, c'est important d'avoir un bail publié, parce que si l'immeuble est vendu, ben là, t'es plus à... Je parlais de l'histoire tantôt. Moi, je m'entraînais à CrossFit à Longueuil. Puis là, le building était vendu, ils ont augmenté le loyer, ils ont doublé le loyer, pas publié, puis justement. Mais c'est arrivé à plusieurs compagnies, mais je trouve des fois, il y en avait qui avaient négocié dans le bail une augmentation selon l'indice l'IPC. Puis là, l'IPC a explosé, fait que là, on se retrouve avec des situations où c'est plus tenable au niveau des baux. Fait que c'est ça. On peut regarder, écoute, je t'ai sorti, tantôt, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que je t'ai sorti une évaluation grossière. C'était quoi la valeur en 2020 versus combien ça se vend aujourd'hui? C'est quoi l'appréciation? C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, en tant que propriétaire occupant, tu peux financer quand même à un taux assez élevé. Oui, absolument. C'est sûr que le taux d'intérêt est plus élevé aussi, mais tu peux quasiment aller chercher du 100 %, surtout avec une compagnie. En 2020, tu n'avais peut-être pas le track record pour le faire. Aujourd'hui, peut-être que vous l'avez plus pour avec des programmes avec BDC, puis il y a aussi des paris passus qu'on prend avec d'autres, qui prennent avec d'autres banques que tu dois connaître. Tu connais ça, là. Mais... Je t'ai évalué grossièrement l'immeuble. Ici, j'ai fait sur Sherbrooke, on n'en parlera pas. On n'a pas parlé beaucoup de Sherbrooke aujourd'hui. On fera peut-être un épisode 2. Un autre épisode. Mais c'est ça, dans le fond, ton building, j'avais estimé à peu près à 21 000 pieds carrés. C'est sûr qu'on n'a pas fait une évaluation complète, détaillée, avec les baux, avec ton bail. En fait, tu as juste un bail, là, mais on n'a pas regardé l'âge de la toiture, etc. J'avais estimé une valeur d'à peu près 3 millions pour ton bâtiment en 2020, 2019-2020. Aujourd'hui, ton bâtiment, selon si je me fie au pied carré, c'est que les ventes par pied carré, ton building vaudrait environ 5,3 millions. Fait que si tu avais acheté le building, puis c'est sûr que, tu sais, quand tu achètes propriétaire occupant, tout ça, avec les programmes qui existent, tu peux presque financer à 100 %. Dans ton cas, c'est sûr que là, tu sais, si c'était une compagnie en start-up, peut-être que ça aurait été plus difficile, mais tu aurais quand même, tu aurais une création de liquidité d'environ 2,3 millions pour si tu avais acheté ton building. Fait que ça, c'est mon évaluation. Est-ce que tu es surpris de ces chiffres-là? Pas tant. Ça m'énerve, mais pas tant. non, mais je m'attendais. Au début, je l'avais demandé, hein, c'était autour de ça, 3 millions. 2 points. J'avais à peu près 2,8. Oui, c'est ça. Il était autour de ça au début, là, quand il m'en parlait. Parce que je voyais une petite ouverture. Okay. Mais
c'est ça. Puis, Si c'était à faire, est-ce que tu l'aurais acheté? Oui. Oui. Ouais. Je pense encore, là, si on déménage, j'aimerais ça acheter. Ouais. Idéalement, j'aimerais ça bâtir. J'aimerais ça bâtir. Ben oui, c'est sûr. Quelque chose là, vraiment sur le modèle. C'est sûr que des terrains, par exemple, de cette ampleur-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. C'est toujours l'enjeu. Puis, c'est ça. Puis même des buildings à vendre, il n'y en a pas tant non plus. Non. Là, je te dirais que... Bien, tu sais, souvent aussi, on les voit pas. Tu sais, il y a beaucoup de mises en marché qui sont confidentielles, par exemple. Ou, fait que c'est ça, tu sais. Mais effectivement, ça ne court pas les rues des bâtiments pour, de ce que tu aurais besoin comme bâtiment. Puis il y a beaucoup d'améliorations locatives. Fait que c'est quand même un bon investissement. C'est sûr que tu veux un bâtiment qui va pouvoir grossir avec la compagnie aussi. Tu sais. C'est ça. C'est ça qui est l'enjeu, mais c'est ça. Je pense que vous allez avoir des grosses décisions à prendre au niveau immobilier pour Cossette dans les prochaines années. Des grosses décisions. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a rencontré Christian Cossette, le président de CO7. C'est une entreprise très, très inspirante, honnêtement. C'est quelqu'un qui a passé à l'action. Quelqu'un qui a eu de la chance, par exemple. Aujourd'hui, si ça serait à refaire, comme il disait, il aurait fait un peu plus de vérification, l'inspection, regarder, par exemple, puis planifier un peu plus son expansion au travers le temps. C'est sûr, quand on commence avec une entreprise, quand on est en start-up, on veut vraiment limiter les coûts. Mais dans son cas, là, ils sont dans une étape cruciale de leur développement où est-ce qu'il faut qu'ils regardent vers le futur. Puis il va y avoir des décisions importantes à prendre dans le futur. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez ça, laissez un commentaire. Si vous n'aimez pas ça, laissez un commentaire. À la prochaine!